Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Dans la vidéo précédente, nous avons vu qu'il y a des grèves en France, des troubles en Espagne, Himmler est devenu chef de la police allemande et nous allons reprendre là. Pour ce mois de juillet, lors d'une interview, Hitler parle pour les Jeux Olympiques. Je souhaite beaucoup que vos touristes ne se cantonnent pas dans les visions sportives, qu'ils visitent le pays, tout le pays. Ici, ils ne trouveront pas de tours organisés par la propagande pour leur dissimuler la vérité. Nous ne leur disons pas que l'Allemagne est un paradis, cela n'existe pas sur Terre. Mais ils pourront circuler en toute liberté et se rendre compte par eux-mêmes que l'Allemagne vit dans le calme, l'ordre et le travail. Ils verront notre redressement, notre effort, notre désir de paix. C'est tout ce que je souhaite. Alors, petite précision, généralement, à cause du cinéma, les gens s'imaginent que l'Allemagne est bourrée de barrages policiers et que les policiers sont partout à surveiller les touristes. Cela est totalement faux. Ce que dit Hitler, c'est ce qui arrivera au pays. Les gens, les touristes, pourront circuler absolument partout sans être inquiétés d'être dérangés par les forces de l'ordre. Il y a un exemple. Un photographe sera arrêté parce qu'il a photographié des avions de combat sur une base aérienne, mais il ne sera pas arrêté au moment où il fera les photos. Il sera arrêté au moment où son article sera publié avec les photos. Alors, de mémoire, c'est un correspondant pour un journal américain et lorsque son article sortira dans la presse, à ce moment-là, il sera arrêté par les autorités allemandes. Donc là, juste un exemple pour dire que ce monsieur a pu prendre une photo d'une base militaire allemande sans être inquiété. Personne ne l'a surveillé, personne ne l'a vu. Donc forcément, comme c'est un terrain militaire, après, il a des ennuis. C'est comme aujourd'hui, vous ne pouvez pas photographier d'installations militaires, et cela est valable pour tous les pays du monde. Goebbels également invite les Berlinois à donner aux hôtes étrangers un exemple de l'hospitalité allemande. Sur la radio, il y a des cours de français et d'anglais en continu. Et également, lors de ces Jeux Olympiques, les anciens combattants de la Première Guerre mondiale ont le droit à des tours touristiques organisés par les Allemands. Pour ce mois de juillet également, à Hambourg, se tient le Congrès mondial des loisirs et de la récréation. 25 pays y assistent et la délégation française, emmenée par M. Finas Duplan, est forte d'une centaine de personnes. À cette occasion, 2 employés des chemins de fer français, M. Gisèle, ingénieur en chef, et Mme Verrière, assistante sociale de l'entreprise, sont envoyés en Allemagne. Leur compte-rendu est un véritable plaidoyer pour le KDF qui, en organisant des voyages pour les ouvriers, signale l'intérêt qu'elles attachent à ce que les patrons et les ingénieurs prennent part au même voyage que leurs ouvriers et employés. Lorsque ceux-ci font des voyages collectifs, tout le personnel d'une même entreprise vivent pendant quelques jours sur un pied d'égalité aussi complet que possible. Le 3 juillet, Stefan Lux, journaliste allemand de confession juive, se suicide en pleine séance de la Société des Nations à Genève, pour attirer l'attention sur le sort de ses coreligionnaires. Le 4 juillet, les États membres de la Société des Nations adoptent un arrangement provisoire pour les réfugiés en provenance d'Allemagne. Le 6 juillet, décret organisant la liquidation des agences immobilières, des courtages en bourse et des agences matrimoniales juives offrant leurs services aux juifs. Le 9 juillet, le ministre de l'économie, Hjalmar Schacht, appelle l'industrie allemande à utiliser leurs bénéfices élevés pour aider le Reich. Le 11 juillet,
Pour rassurer Mussolini, le Reich signe un traité avec l'Autriche, lui reconnaissant l'indépendance. Mais celle-ci doit reconnaître qu'elle est un État germanique. Vienne accepte d'être un État germanique et accepte de nommer 2 ministres proches du NSDAP. En contrepartie, l'Allemagne doit lever ses sanctions économiques. Les Autrichiens, tant qu'à eux, amnistient les putschistes du NSDAP du 25 juillet 1934. Le chancelier Kurt Schössing, avec cet accord, espère ainsi gagner du temps. Le 12 juillet, en Espagne, un commando phalangiste assassine l'instructeur des milices communistes del Castillo à Madrid. En représailles, dans la nuit du 12 au 13, le dirigeant monarchiste José Calvos Stelo est abattu à son tour. Donc là, beaucoup d'historiens disent que ce José Calvos Stelo avait déjà un contrat sur sa tête depuis le mois de juin et que cela n'est pas en représailles de la mort de Del Castillo. Le 14 juillet, Hitler pose la première pierre de la maison du tourisme à Berlin. Il ordonne en même temps le début des travaux pour la transformation du Grand Berlin. Il est prévu la démolition initiale de 52 000 appartements, soit 4% de l'ensemble du parc immobilier de Berlin. Donc en gros, le plan, c'est de démolir tout ce qui est vieux et insalubre et de refaire du neuf partout. Et justement, c'est une des pathologies d'Hitler vers la fin de la guerre. Lorsqu'on le mettra au courant que Berlin est rasé, il dira en gros que les Alliés l'aident pour rebâtir un nouveau Berlin. Le 16 juillet, création d'un camp de tziganes à Marzahn, à l'est de Berlin. Alors, pour information, Himmler considère les Roms et les tziganes comme des Aryens. On dira entre guillemets des Aryens de seconde zone, mais des Aryens quand même. Il est en totale divergence avec d'autres membres nazis et finalement, il acceptera à ce que les tziganes soient mis dans des camps de concentration. Là, ce camp est créé en ce mois de juillet 1936 parce que les Jeux Olympiques arrivent et ils ne veulent pas que les tziganes ennuient les touristes. Par la suite, les tziganes, s'ils n'acceptent pas de se sédentariser et de travailler pour la société allemande, ils resteront dans des camps et devront subir les travaux forcés dans des usines d'armement. En même temps, les consignes pour les Jeux Olympiques ont été données, un déroulement grandiose et sans incident et de la plus haute importance pour l'image de la nouvelle Allemagne. Le 16 juillet également, en Angleterre, un Irlandais, Jérôme Brannigan, sort un revolver à proximité du roi Édouard VIII. Mais il est rapidement maîtrisé avant de pouvoir utiliser son arme. Le 17-18 juillet, début de la guerre civile en Espagne. Cela arrive après le soulèvement de la garnison de Melilla, enclave espagnole au Maroc. Les conspirateurs avaient attendu le feu vert du général Franco pour commencer l'insurrection. L'insurrection se diffuse à d'autres garnisons d'Espagne métropolitaine et le jour suivant, Franco prend le commandement de l'armée au Maroc. À cette même date, Léon Blum nationalise l'industrie de guerre. Le 19 juillet, en Espagne, le gouvernement espagnol annonce sa démission, espérant ainsi éviter un conflit civil. Le 20 juillet, en Espagne toujours, des armes sont distribuées aux milices ouvrières et la mobilisation générale commence. Le 23 juillet, dans le nord de l'Espagne, les militaires se soulèvent et forment un contre-gouvernement. L'Allemagne et l'Italie promettent leur soutien à ce nouveau gouvernement. Le 24 juillet, à Spandau, ouest de Berlin, grève salariale chez Auto Union. Les revendications sont en partie satisfaites. Hitler interviendra en disant que cela ne doit plus se produire. Ce qui ne doit plus se produire, c'est une grève. Non pas que les grévistes doivent la fermer, mais que s'il y a une grève, c'est que les industriels ont mal fait leur boulot. Et c'est pour cela, comme dit dans des vidéos précédentes,
que les ouvriers et les patrons devront être enfermés dans une pièce jusqu'à y dormir et ils ne pourront en sortir que lorsqu'un compromis sera trouvé entre les ouvriers et les patrons. Et si personne ne trouve rien, c'est le NSDAP qui s'en occupe. Le 25 juillet, une délégation espagnole est envoyée par le général Franco en Allemagne. Ils viennent demander de l'aide aux Allemands pour transporter les troupes marocaines insurgées depuis Tétouan jusqu'à Séville. Le 25 juillet également, en France, nouveau pourparlers pour la constitution d'un front populaire allemand anti-nazi, qui sera refusé. Le 27 juillet, contre l'avis du général von Blomberg et du ministre des Affaires étrangères von Neurath, Hitler ordonne la formation de la Légion Condor, qui sera envoyée pour soutenir les nationalistes de Franco contre les républicains. Ces hommes seront envoyés en Espagne sur la base du volontariat. Création également des firmes germano-espagnoles Rowac et Isma. Cette aide n'est pas gratuite, il y aura des échanges de minerais, etc. entre l'Espagne et l'Allemagne. L'Italie également interviendra pour aider l'Espagne ainsi que le Portugal. En même temps, Hitler se dit que d'avoir un allié au sud de la France est plutôt une bonne occasion à saisir. Fin juillet, début août, les premiers avions allemands, des Junkers 52, arrivent au Maroc espagnol pour transférer 10 000 soldats de Franco vers l'Espagne. 88 pilotes volontaires seront également du voyage avec 6 avions de chasse Henkel 51 biplan. Ces chasseurs étant moins bien performants que les chasseurs républicains, l'Allemagne envoie dès le mois de novembre des bombardiers légers et les nouveaux chasseurs Messerschmitt Me-109. Le total sera de 200 appareils et il y aura entre 5 et 6 000 hommes. Les hommes vont tourner et un total d'à peu près 19 000 Allemands serviront en tout dans la Légion Condor. Il n'y aura pas que des avions et du personnel au sol pour soutenir l'aviation, il y aura également des servants de pièces d'artillerie, de chars, et il y aura également un commandement allemand pour aider à la stratégie militaire. Et cette Légion Condor perdra à peu près 300 hommes en Espagne, la plupart dus à des accidents ou des maladies. Il y aura à peu près 130 morts au combat. Et la plupart des soldats qui reviendront d'Espagne seront des vétérans qui serviront à instruire les Allemands restés au pays, ce qui leur sera bénéfique au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Pour ce mois de juillet, Goebbels commence par un départ en vacances avec sa femme et ses enfants, et lors de ce voyage, il visite le camp des jeunesses hitlériennes où il y a le fils de Magda, Harald. L'après-midi, sous une pluie torrentielle, visite au camp de la jeunesse hitlérienne à Karlshagen. Les jeunes sont merveilleux, mais le camp n'est pas dans un état réjouissant. Pressé de questions, Harald raconte. Mauvaise nourriture, brimade, censure du courrier. Je passe un savon soigné à Axmann qui est tout surpris. Il promet une amélioration ultra rapide. Je l'obtiendrai aussi bien de force. Car c'est ainsi que notre jeunesse est systématiquement contaminée et corrompue. Ensuite, Goebbels nous parle de la Société des Nations. Mercredi, beaucoup de travail. Le Négus est venu parler à Genève, comme le spectre de Banquo. Toute cette société mensongère de grande puissance devrait être enfumée au gaz toxique. Par la suite, j'ai mené à bien l'opération de déjudaïsation de la Chambre nationale de la culture, selon les nouveaux critères. Nous y voyons maintenant parfaitement clair, comme vu dans les vidéos précédentes, où Goebbels parle qu'il va déjudaïser la Chambre nationale de la culture. Ensuite, Goebbels nous parle de l'accord entre l'Allemagne et l'Autriche. Hier, travaillé le matin avec mes collaborateurs. Le communiqué de Vienne est arrivé. Il contient encore davantage que ce à quoi l'on s'attendait. Dans tous les cas,
nous sommes de nouveau actifs en Autriche. Papen a bien travaillé, son scléricalisme en faisait l'homme de la situation. Entretien téléphonique avec Papen, qui est aux anges. Il est d'accord avec mon commentaire. Conférence de presse convoquée pour ce soir. Schöning et moi donnons lecture du communiqué à la radio. Cela va faire sensation. Par la suite, l'affaire autrichienne reste naturellement totalement secrète. Conversation téléphonique avec le Führer. Il est très gentil. Il me commente l'affaire autrichienne. Tout est clair. Le soir à Berlin, lecture du communiqué devant la presse. Cela fait grande sensation. Parler avec Funk de l'ensemble de la situation, communiquer sur tous les émetteurs. Puis, écouter le commentaire de Schöning. Il jacasse un peu trop, à mon goût, sur Dollfuss. Mais il est vrai qu'il doit rendre la chose acceptable pour ses concitoyens. Remaniement du gouvernement autrichien. Par la suite, Goebbels nous dit qu'il est invité au Berghof par Hitler. Pour midi, à l'Obersalzberg. Le Führer nous accueille sur l'escalier avec une grande joie. Et il nous montre la toute nouvelle maison, avec nos chambres. Elle est devenue magnifique, de confortables chambres d'hôtes, une grande salle merveilleuse. L'ensemble forme une maison de maître unique en son genre, sur la montagne. On peut se reposer ici. Le Führer est ravi. Il est ici, chez lui. Pour information, pour cette année 1936, Hitler entreprit de gros travaux dans son chalet du Berghof. Comme déjà dit, je ferai certainement un hors-série sur le Berghof. Mais là, il faut vous dire que Hitler est architecte. Il a tout fait lui-même. Il a juste pris un architecte avec lui pour qu'il puisse superviser les travaux. Mais rien de plus. Il est dit que l'architecte en question essayait de changer des petites choses, mais Hitler refusa catégoriquement et cet architecte devait s'en tenir au plan de Hitler. Goebbels rajoute « Après manger, il me parle de l'accord avec l'Autriche. Il s'en promet un grand succès, surtout en politique générale. Politique intérieure, il est remonté contre Rosenberg, qui a commis un film franchement exécrable, et qui de manière générale n'en est pas à une ânerie ou une folie près. Le prochain congrès du parti sera de nouveau contre les bolcheviks. Je serai chargé cette fois d'une tâche particulièrement importante. » Par la suite, Goebbels nous dit « Tentative d'attentat contre le roi d'Angleterre. Raté. J'espère que c'est un bolchevique. » Par la suite, le soir, représentant du parti en Autriche. Le Führer leur expose les raisons de son pacte. Différence entre révolution et évolution, comme nous, entre 1923 et 1924, avec une grande abondance de pensée, clarté et largeur de vue, et vision grandiose. Les Autrichiens ne comprennent évidemment pas tout, mais ils s'inclinent. C'est tout aussi dur pour eux. Alors pour information, le parti du NSDAP en Autriche ne comprend pas les positions de Hitler et ils sont un peu remontés contre Hitler. Mais il semblerait qu'après les explications du Führer, ils se calment et obéissent aux ordres. Par la suite, Goebbels nous parle de l'Espagne. En Espagne, soulèvement militaire. Espérons qu'il va écraser les rouges. Par la suite, en Espagne, le putsch suit son cours. Espérons qu'il va réussir. Par la suite, le Führer nomme Ribbentrop ambassadeur à Londres. En Espagne, la situation est toujours confuse, mais elle semble s'améliorer en faveur des insurgés. Ensuite, encore chez le Führer, avec les Mitford. Il parle du danger juif et du danger bolchevique. Lui les écrasera en Allemagne, quoi que dise ou fasse le monde. Par la suite, concernant encore l'Espagne, en Espagne, pas encore de décision. Nous avons envoyé 2 croiseurs cuirassés sur zone. Cela ne manquera pas de faire son effet. Par la suite, en Espagne, toujours pas de clarification. L'Autriche, la Suisse et la Suède ont demandé à bénéficier de notre protection. Quel triomphe quand on pense à l'Autriche d'il y a 2 ans. Pour information, il n'y a pas beaucoup d'explications sur ce que Goebbels veut dire par la protection de ces 3 pays. Il semblerait que ce soit consulaire,
ou bien encore de la protection de leurs ressortissants en Espagne. Mais il n'y a pas plus de détails. Par la suite, nous nous impliquons un peu en Espagne, avions, etc. Pas visiblement. Qui sait, cela peut servir. Aucune décision encore, mais les nationalistes font des progrès. Alors là, c'est une information importante sur Goebbels. Nous voyons que d'après ses dires, il ne sait pas trop ce qui se passe dans la tête d'Hitler au sujet de l'Espagne, au sujet de l'envoi de troupes. Et cela est important juste pour vous expliquer que Hitler ne rentre pas trop dans les détails militaires avec Goebbels. Et cela tout le long de la guerre. Forcément, il y aura des sujets sur certaines batailles ou certaines stratégies, mais Hitler restera toujours évasif, peut-être parce que Goebbels n'est pas un militaire, et Hitler fait bien la distinction entre civil et militaire. Là encore, nous pouvons voir une des personnalités d'Hitler, c'est que, par exemple, avec Speer, l'architecte, il va parler d'architecture. Avec Goebbels, il va parler de tout et de rien et des sujets qui impliquent Goebbels, sur la propagande, les films, les journaux, etc. Donc c'est la personnalité de Hitler. Il parle avec les gens des sujets qui les concernent et il ne va pas s'éparpiller. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.